Comment un royaume qui mesurait sa richesse en siècles a-t-il pu s'effondrer en une seule génération? Et pourquoi les légions de mercenaires les plus redoutables, payées avec l'or du Nil, ont-elles trahi leur reine au moment décisif, comme si leur serment n'était que du sable emporté par le vent du désert? La réponse ne se trouve pas dans les étoiles, mais dans les couloirs empoisonnés d'un palais où le pouvoir se transmettait non pas par le sang, mais par le poignard. Au milieu du 1er siècle avant notre ère, Alexandrie n'était plus la capitale intellectuelle du monde, mais une cage dorée rongée par la rouille. C'était un monstre magnifique, une cité où la sagesse de la grande bibliothèque côtoyait la cruauté des combats de rue. L'élite grecque, descendante des conquérants d'Alexandre, se prélassait dans des villas somptueuses, parlant la langue d'Homère tout en méprisant la population égyptienne qui la nourrissait. Ces derniers, héritiers des pharaons, priaient leurs anciens dieux et attendaient en silence, leur patience s'amenuisant comme les eaux du Nil en été. Et au milieu de ce chaudron bouillonnant, des mercenaires romains, gaulois, crétois, vendaient leur loyauté aux plus offrants, transformant la garde royale en une meute de loups prêts à dévorer leur maître. Sur le trône de cette poudrière siégeait un enfant, Ptolémée XIII, et à ses côtés, sa sœur aînée, Cléopâtre VIIe. La loi ptolémaïque, vestige d'une tradition égyptienne millénaire, exigeait qu'ils règnent ensemble. Mais la cohabitation du pouvoir est une illusion pour les poètes. En politique, c'est une invitation au meurtre. Ptolémée n'était qu'une marionnette entre les mains d'un triumvirat sinistre. L'eunuque Potin, esprit brillant et cœur de scorpion, l'érudit Théodote, capable de justifier n'importe quelle atrocité par une citation philosophique, et le général Achillas, un soldat brutal qui ne comprenait que le langage de la force. Pour eux, Cléopâtre était un obstacle. Elle était trop intelligente, trop ambitieuse, et surtout, elle parlait l'égyptien, un crime impardonnable pour une dynastie qui, en 300 ans, n'avait jamais daigné apprendre la langue de ses sujets. Elle comprenait que le pouvoir des Ptolémées ne reposait plus sur l'héritage d'Alexandre, mais sur deux piliers fragiles, le blé qui nourrissait Rome et la bienveillance du Sénat romain. La guerre a commencé sans déclaration, par des murmures dans l'ombre et des pièces d'or qui changent de main. Potin a orchestré une campagne de diffamation, présentant Cléopâtre comme une débauchée avide de pouvoir, une menace pour son jeune frère. Des émeutes spontanées ont éclaté dans les rues d'Alexandrie, des foules payées pour réclamer un roi unique. Cléopâtre sentait le piège se refermer. Chaque plat qu'on lui servait pouvait être le dernier. Chaque garde du corps pouvait être un assassin. Dans le jeu des trônes, la seule règle est qu'il n'y a pas de règle, seulement des survivants. Elle n'était pas encore la légende que Rome allait créer. Elle était une jeune femme de 21 ans luttant pour sa vie avec l'instinct d'une prédatrice. Elle a compris qu'Alexandrie était devenue sa prison. Plutôt que d'attendre l'inévitable coup de poignard, elle a choisi l'exil, un acte qui semblait être une défaite, mais qui était en réalité sa première manœuvre de reine. Elle a fui vers l'Est, en Syrie, non pas pour se cacher, mais pour se battre. Loin des intrigues du palais, elle a révélé son véritable talent. Elle n'a pas pleuré sur son sort, elle a agi. Utilisant les dernières richesses qu'elle avait pu emporter, elle a levé une armée de mercenaires. Ce n'était plus une princesse en fuite, mais une commandante en chef se préparant à reconquérir son royaume. Pendant ce temps, à Alexandrie, Potin et sa clique célébraient leur victoire. Ils avaient le contrôle total du roi, de l'armée et du trésor. Ils se sentaient invincibles, maîtres de l'Égypte. Ils avaient commis l'erreur classique de tous les arrogants, ils avaient sous-estimé leur ennemi. Ils la voyaient comme une femme, donc faible. Ils la voyaient comme exilée, donc impuissante. Ils ne réalisaient pas que le serpent qu'ils avaient chassé du palais était en train de muer, se transformant en un dragon. La guerre civile était désormais inévitable. Deux armées égyptiennes se faisaient de face près de la forteresse de Péluse, à la frontière orientale du royaume. D'un côté, l'armée officielle de Ptolémée XIII dirigée par Achillas, de l'autre, l'armée rebelle de sa sœur Cléopâtre. C'était une situation absurde et tragique. L'Égypte était prête à s'autodétruire pour décider lequel des enfants de Ptolémée XII aurait le droit de la gouverner. Et pendant que les deux camps se préparaient à un bain de sang fratricide, le destin, avec son sens de l'ironie habituelle, a déplacé une pièce maîtresse sur l'échiquier.
Un navire est apparu à l'horizon, fuyant une bataille bien plus grande, une guerre qui avait mis le monde à feu et à sang. À son bord se trouvait un homme vaincu, le grand général Romain Pompée, qui venait chercher refuge en Égypte. Il ignorait qu'il ne fuyait pas vers un sanctuaire, mais vers sa tombe. Les conseillers de Ptolémée XIII se sont réunis en conseil de guerre. Que faire de ce réfugié encombrant ? Le protéger, c'était s'attirer la colère de son rival victorieux, un homme dont le nom commençait à faire trembler le monde, Jules César. Le rejeter, c'était offenser un homme qui avait encore de nombreux alliés puissants à Rome. L'eunuque Potin, toujours pragmatique, a proposé une troisième solution. Une solution rapide, brutale et, croyait-il, ingénieuse. Il a prononcé une phrase qui est restée dans l'histoire « Les morts ne mordent pas ». Il a convaincu le jeune roi qu'en offrant la tête de Pompée à César, il gagnerait l'éternelle gratitude du nouveau maître de Rome. C'était un calcul politique d'une bassesse spectaculaire, une trahison de toutes les lois de l'hospitalité. Ils ont attiré Pompée à terre dans une petite barque, sous prétexte d'une audience avec le roi. Alors que le général romain mettait le pied sur le sable égyptien, 2 de ses anciens centurions, désormais au service de l'Égypte, l'ont poignardé dans le dos. Le meurtre a été exécuté sous les yeux du jeune Ptolémée, assis sur son trône sur le rivage. C'était son initiation au pouvoir absolu, une leçon de cruauté d'État. Ils ont décapité le cadavre et ont conservé la tête dans de la saumure comme un trophée macabre à offrir à César. Ils pensaient avoir résolu un problème diplomatique. En réalité, ils venaient de signer leur propre arrêt de mort. Ils n'avaient rien compris à la psychologie romaine. Pour un Romain, même un ennemi vaincu restait un citoyen romain. Tuer un consul de Rome était un sacrilège, un acte qui ne pouvait rester impuni. Ils avaient donc confondu le pragmatisme de César avec une absence de principe. Il s'apprêtait à accueillir un allié reconnaissant, mais c'est un juge et un bourreau qui allaient débarquer. Quelques jours plus tard, les voiles de la flotte de César sont apparues au large d'Alexandrie. Il est arrivé non pas avec une armée d'invasion, mais avec une petite escorte, environ 3200 légionnaires et 800 cavaliers. Il ne venait pas en conquérant, mais en arbitre, pour régler la querelle dynastique et, accessoirement, se faire rembourser les dettes colossales que le père de Cléopâtre avait contractées auprès de lui. Quand Théodote lui a présenté, avec un sourire suffisant, la tête de Pompée, il s'attendait à des félicitations. Au lieu de cela, il a vu le visage de César se remplir de dégoût et de fureur. César s'est détourné, horrifié. Ce n'était pas de la comédie. Il pleurait la fin indigne d'un grand rival, un homme qui avait été son gendre. À cet instant, la cour égyptienne a compris son erreur. L'aigle romain qu'il pensait amadoué était entré dans leur souricière, mais c'est lui qui tenait le fouet. César s'est installé dans le quartier royal d'Alexandrie, transformant une partie du palais en forteresse. Il a clairement fait savoir qu'il ne partirait pas tant que la guerre civile ne serait pas terminée et que les dettes de l'Égypte ne seraient pas payées. Il a convoqué Ptolémée XIII et Cléopâtre pour une médiation. Pour la cour, c'était une catastrophe. Achillas et Potin ne voulaient pas de la paix, ils voulaient la tête de Cléopâtre. Et Cléopâtre, bloquée avec son armée aux frontières, ne pouvait pas atteindre le palais sans être capturée ou tuée par les espions de son frère. Sa cause semblait perdue. Elle avait besoin d'atteindre César, de plaider sa cause en personne. Mais comment franchir les lignes ennemies, traverser une ville qui la haïssait et pénétrer dans un palais gardé par ses pires ennemis? C'est là que l'audace a rencontré la légende. Cléopâtre savait que la force brute était inutile. Elle a utilisé l'arme que ses ennemis ne s'attendaient pas à ce qu'elle manie, l'ingéniosité. Avec un seul serviteur loyal, Apollodore le Sicilien, elle a remonté la côte dans une petite barque de pêcheurs bravant les patrouilles de son frère. Arrivée au port d'Alexandrie à la nuit tombée, elle se heurtait au dernier obstacle, les gardes de César. C'est alors qu'est née l'une des anecdotes les plus célèbres de l'Antiquité. Apollodore a enroulé la jeune reine dans un sac de couchage ou, selon la version la plus romantique de Plutarque, dans un précieux tapis. Il l'a hissée sur son épaule comme un simple ballot de linge et a passé les gardes, prétendant livrer un cadeau à César.
Imaginez la scène, le dictateur le plus puissant du monde, seul dans ses appartements, voit un homme dérouler un tapis à ses pieds et de ce tapis émerge une jeune femme, les cheveux en désordre, les yeux brillants d'intelligence et de défi. Ce n'était pas un acte de séduction, mais un coup de poker politique d'une audace inouïe. Elle venait de prouver qu'elle était bien plus qu'une simple prétendante au trône. Elle était l'égale de César en courage et en ambition. Cette nuit-là, dans le palais assiégé, une alliance a été forgée, non seulement dans les lits, mais aussi sur la carte de l'Orient. Elle lui offrait la richesse de l'Égypte, il lui offrait la puissance de ses légions. Pendant que César et Cléopâtre redessinaient l'avenir, la ville d'Alexandrie s'est enflammée. Pothin et Achillas, apprenant que leur ennemi était dans la place, ont lancé l'armée égyptienne, forte de 21 000 hommes, à l'assaut du quartier royal. La guerre d'Alexandrie a commencé. Ce fut l'une des campagnes les plus périlleuses de la carrière de César. Il était pris au piège, en infériorité numérique écrasante, dans une ville hostile, avec la mer dans son dos comme seule voie de retraite. Les combats ont fait rage dans les rues étroites, sur les toits, dans les canaux. C'était une guerre urbaine, brutale et sans pitié. César, le maître des batailles en plaine, a dû improviser, se battre comme un gladiateur pour chaque pâté de maison. Il a fait incendier la flotte égyptienne dans le port pour éviter d'être encerclé. Les flammes, poussées par le vent, se sont propagées aux entrepôts et aux bâtiments voisins. Et c'est dans cet incendie qu'une partie de la légendaire bibliothèque d'Alexandrie, un trésor de la connaissance humaine, serait partie en fumée. Rome construisait des routes et des lois, tandis que l'Égypte construisait des illusions. Mais à la fin, le monde choisit toujours ce sur quoi on peut marcher, et non ce en quoi on peut croire. Si vous étiez à sa place, face à un ennemi supérieur en nombre mais divisé, qu'auriez-vous privilégié ? Une défense acharnée et risquée pour préserver votre honneur ou une retraite stratégique pour sauver vos hommes et revenir plus fort ? Partagez votre tactique dans les commentaires. La situation était désespérée. César était un lion en cage et les chasseurs se rapprochaient. Chaque jour apportait son lot de sorties sanglantes et de tentatives d'assaut. Les ingénieurs d'Achillas ont même essayé de contaminer les réserves d'eau du palais en pompant de l'eau de mer dans les citernes. César a répliqué en creusant de nouveaux puits, démontrant que son génie n'était pas seulement militaire mais aussi pratique. Il se battait pour sa survie, mais aussi pour celle de Cléopâtre et de l'enfant qu'elle portait déjà, un fils qui incarnerait la fusion de Rome et de l'Égypte. Au cœur de la bataille, leur relation s'est approfondie. Ils étaient deux maîtres stratèges, reconnaissant l'un en l'autre la même volonté de faire. Ils partagèrent le danger, les repas frugaux et les plans de bataille tracés à la hâte. Pour César, elle n'était pas seulement une maîtresse exotique, elle était une politicienne avisée, la seule capable de stabiliser l'Égypte et d'en faire un allié fiable pour Rome. Pour elle, il était bien plus qu'un amant ou un protecteur, il était la clé qui lui permettrait non seulement de récupérer son trône, mais de rêver à un empire plus grand. Le tournant de la guerre est venu de l'extérieur. Des renforts romains, menés par Mithridate de Pergame, sont arrivés par voie terrestre depuis la Syrie. Apprenant la nouvelle, César a pris une décision audacieuse. Laissant une petite garnison pour protéger le palais, il a fait une sortie de nuit, a rejoint les troupes de secours et a pris l'armée égyptienne à revers. La bataille décisive a eu lieu sur les bords du Nil. L'armée de Ptolémée XIII, prise en tenaille, a été écrasée. Le jeune roi, tentant de fuir sur une barge surchargée, s'est noyé dans le fleuve, alourdi par son armure d'or. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, la boue du Nil marquant la fin indigne de sa rébellion. Pothin a été capturé et exécuté. Achillas avait été assassiné plus tôt, victime des intrigues de la propre sœur du roi, Arsinoé, qui tentait elle aussi de s'emparer du pouvoir. La famille ptolémaïque avait une fâcheuse tendance à s'autodétruire. César était le maître de l'Égypte. Il aurait pu annexer le royaume, en faire une province romaine comme les autres. Le Sénat s'y attendait. Mais César avait d'autres plans. Il a officiellement placé Cléopâtre sur le trône, seule et unique souveraine. Pour respecter la tradition, il lui a fait épouser son plus jeune frère, Ptolémée XIV, un enfant d'une dizaine d'années qui ne serait qu'un roi fantoche. Le vrai pouvoir appartenait à Cléopâtre et par extension à César.
Il a ensuite fait quelque chose d'inhabituel pour un général romain pressé. Au lieu de repartir immédiatement pour Rome où l'attendait une autre guerre, il est resté en Égypte pendant plusieurs mois. Il a offert à Cléopâtre une croisière triomphale sur le Nil à bord d'une barge luxueuse, escortée par une flotte de 400 navires. C'était à la fois des vacances et une démonstration de force, une manière de présenter la nouvelle reine à son peuple et de leur montrer qui était son protecteur. C'est pendant ce voyage que leur fils est né. Il fut nommé Ptolémée César, mais l'histoire le retiendra sous le nom de Césarion, le petit César. Un nom qui était à la fois une promesse et une provocation. Avec Césarion, Cléopâtre tenait bien plus qu'un héritier pour l'Égypte. Elle tenait un pont entre deux mondes. Cet enfant, avec le sang des Ptolémées et celui du plus grand des Romains, pouvait un jour prétendre non seulement au trône d'Égypte, mais à l'héritage de César lui-même. C'était un rêve grandiose, celui d'un empire universel où l'Orient et l'Occident seraient unis non par la conquête, mais par une dynastie commune. Pour l'instant, ce n'était qu'un rêve. César devait partir. Il a laissé 3 légions en Égypte, officiellement pour protéger Cléopâtre, officieusement pour s'assurer de sa loyauté et du contrôle du grenier à blé de Rome. Puis il est reparti en campagne, écrasant ses derniers ennemis en Asie mineure, en Afrique et en Espagne. 2 ans plus tard, une fois sa position à Rome consolidée, il a fait venir Cléopâtre. L'arrivée de la reine d'Égypte à Rome en 46 avant notre ère ne fut pas une simple visite diplomatique. Ce fut un séisme culturel et politique. Elle ne vint pas en souveraine vaincue ou en humble alliée, mais avec l'arrogance d'une déesse. Elle s'installa dans une des villas de César de l'autre côté du Tibre, avec sa cour, ses eunuques, ses serviteurs exotiques et surtout son fils Césarion. Pour les Romains, attachés à leurs traditions austères et à leurs valeurs républicaines, ce spectacle était une insulte. Ils voyaient en elle tout ce qu'ils méprisaient, le luxe oriental, la décadence, la monarchie absolue. On la surnommait la reine, un titre honni à Rome depuis l'expulsion des rois 4 siècles plus tôt. Sa présence était un rappel constant et visible de l'ambition de César. Ne voulait-il pas lui aussi devenir roi? César, au sommet de sa gloire, semblait indifférent aux critiques. Il comblait Cléopâtre d'honneur. Il a même osé placer une statue d'or de la reine représentée en Isis dans le temple de Vénus Génitrix, la déesse dont il prétendait descendre. C'était un sacrilège, un mélange blasphématoire de la religion romaine et des cultes égyptiens. Pour l'aristocratie sénatoriale, c'était la preuve que César avait perdu la tête, qu'il était tombé sous l'influence maléfique de cette égyptienne. Des hommes comme Cicéron la détestaient ouvertement, critiquant son arrogance dans leurs lettres. Il craignait son influence sur César, mais plus que la reine, il craignait son fils. Césarion était une anomalie dangereuse. Si César le reconnaissait officiellement, il deviendrait son héritier, créant ainsi la base d'une monarchie héréditaire. La République romaine, pour laquelle des générations s'étaient battues, mourait pour laisser place à un royaume hellénistique avec Rome pour capitale. Dans l'ombre, les complots se tramaient. Les sénateurs qui se sentaient marginalisés par le pouvoir absolu de César, les républicains convaincus qui craignaient la tyrannie et les nobles jaloux de sa gloire ont commencé à se réunir. Le nom de Brutus, descendant du fondateur de la République, est devenu un cri de ralliement. La présence de Cléopâtre à Rome a servi de catalyseur. Chaque fête somptueuse qu'elle donnait, chaque bijou qu'elle portait, était perçue comme une nouvelle provocation. Elle était le symbole vivant de la dérive monarchique de César. Les conspirateurs ont utilisé cette haine xénophobe pour justifier leurs actes. Tuer César n'était plus seulement un assassinat politique, c'était un acte patriotique pour sauver Rome de la corruption étrangère. Le sol de la ville éternelle commençait à trembler sous les pieds du dictateur, mais lui, aveuglé par sa propre puissance, ne sentait rien. Il se préparait à une nouvelle grande campagne contre les Parthes, en Orient. Il avait été nommé dictateur à vie. Il semblait invincible. Le pouvoir absolu n'est pas une forteresse, c'est un sommet vertigineux où le vent souffle plus fort. César pensait avoir tout conquis, mais il avait oublié que la haine est une ennemie silencieuse et patiente. Cléopâtre, de son côté, jouait un jeu dangereux. Elle vivait à Rome comme si elle était à Alexandrie, ignorant les codes et les sensibilités locales.
Elle se comportait non pas en alliée, mais en égale de César, voire en supérieur, se réclamant de la lignée des dieux. Elle tenait un salon où se pressaient les amis de César, mais chacun de ses sourires était interprété comme de l'arrogance, chaque parole comme un ordre. Elle sous-estimait la profondeur de la haine qu'elle inspirait. Elle ne voyait pas que son rêve d'un empire commun reposait sur la vie d'un seul homme, et la vie de cet homme ne tenait plus qu'à un fil. Pendant que César planifiait sa conquête de l'Orient, ses ennemis planifièrent sa mort au cœur même de Rome. La date fut fixée, les ides de mars, le 15 du mois, le jour où tout devait basculer, le jour où le destin de Rome, de l'Égypte et de Cléopâtre allait être scellé, non pas par un décret ou une bataille, mais par le fer de 23 coups de poignard. Cléopâtre, dans sa villa dorée, attendait le retour de son amant, prête à célébrer son futur triomphe. Elle ne savait pas qu'elle attendait en vain, et que le monde qu'elle avait si soigneusement construit était sur le point de s'effondrer dans un bain de sang. Le grand projet de fusion entre Rome et l'Égypte allait mourir avec César, laissant Cléopâtre seule et sans protection face à une meute de loups affamés, prêts à se disputer les restes de son pouvoir. Le cri a retenti à travers le forum. Le tyran est mort. Le 15 mars de l'an 44 avant notre ère, Jules César est tombé au pied de la statue de son ancien rival, Pompée, poignardé par un groupe de sénateurs se proclamant libérateurs. Pour Cléopâtre, la nouvelle a dû être un coup de tonnerre. En un instant, son monde s'est effondré. Son protecteur, son amant, le père de son fils, le pilier de tous ses plans, était mort. Rome a sombré dans le chaos. Les assassins, menés par Brutus et Cassius, s'attendaient à être acclamés en héros. Au lieu de cela, ils ont trouvé un silence glacial, puis la fureur de la plèbe, idolâtre de César. Le vide du pouvoir a créé un appel d'air terrifiant. D'un côté, les assassins retranchés sur le Capitole, de l'autre, les fidèles de César menés par son consul et ami Marc-Antoine, un soldat charismatique mais impulsif. Et un troisième joueur, inattendu, est entré en scène. Un jeune homme de 18 ans, frêle et maladif, petit-neveu de César qu'il avait secrètement adopté et désigné comme son principal héritier dans son testament. Son nom était Octave. Pour Cléopâtre, la situation était intenable. Elle n'était plus une reine invitée, mais une étrangère détestée. L'incarnation vivante des ambitions royales du dictateur assassiné. Son fils, Césarion, était une cible. Il était le seul fils biologique de César, une menace bien plus grande pour la République que le jeune Octave. Chaque sénateur qui avait tenu un poignard voyait en cet enfant un futur vengeur. Chaque partisan de César voyait en lui un rival potentiel pour l'héritage politique. Cléopâtre était piégée. Elle ne pouvait plus compter sur personne. Rester à Rome, c'était risquer l'assassinat pour elle et son fils. Elle a dû prendre la décision la plus difficile. Abandonner son rêve romain, renoncer à toute prétention sur l'héritage de César et fuir pour sauver sa vie. La fuite a dû être précipitée, secrète, humiliante. La reine qui était arrivée en grande pompe a dû repartir comme une voleuse dans la nuit. Elle a rassemblé ses biens, sa suite, et a embarqué pour l'Égypte, priant pour que les vents lui soient favorables et que les navires de ses ennemis ne la poursuivaient pas. Elle retournait dans son royaume, mais ce n'était plus le même monde. Le garant de son pouvoir avait disparu. Les 3 légions romaines laissées en Égypte étaient désormais une menace potentielle. Leur loyauté irait-elle à la reine qu'elle devait de protéger ou au nouveau maître de Rome, quel qu'il soit? En rentrant à Alexandrie, Cléopâtre a trouvé un royaume affaibli par des années de mauvaises récoltes et d'épidémies. Elle a également trouvé son jeune frère et co-régent, Ptolémée XIV, qui commençait à avoir des ambitions. Peu de temps après son retour, le jeune roi est mort subitement. Les historiens anciens suggèrent, sans surprise, qu'il a été empoisonné sur ordre de sa sœur. Elle ne pouvait plus se permettre le luxe d'un rival, même fantoche. Elle a immédiatement proclamé Césarion co-régent sous le nom de Ptolémée XV César. C'était un acte de défi, une affirmation que l'héritage de César vivait, au moins en Égypte. Pendant ce temps, à Rome, la situation dégénérait en une nouvelle guerre civile. Marc-Antoine, après avoir enflammé la foule avec son discours funèbre pour César, a pris le contrôle de la ville. Mais il a dû composer avec Octave qui, armé de la légitimité de son adoption, a levé sa propre armée parmi les vétérans de César. Ils ont d'abord été ennemis,
Puis, réalisant que leurs véritables adversaires étaient les assassins de César qui rassemblaient des légions en Orient, ils ont formé une alliance improbable. Avec un troisième général, Lépide, ils ont créé le second triumvirat, une dictature à 3 têtes dont le premier acte a été de lancer une vague de proscription sanglante à Rome, éliminant des centaines de sénateurs et de riches chevaliers pour financer leur guerre. La République vivait ses dernières heures, se noyant dans son propre sang. Cléopâtre, depuis Alexandrie, observait ces événements avec une anxiété calculatrice. Le monde romain se déchirait et elle devait choisir un camp. Mais lequel ? Soutenir les assassins de César était impensable. Soutenir le triumvirat était risqué. Qui allait l'emporter ? Qu'auriez-vous fait à sa place dans un monde en plein chaos ? Auriez-vous risqué le tout pour le tout en soutenant l'un des factions en guerre, dans l'espoir de gagner un puissant allié, ou auriez-vous choisi une neutralité prudente en fortifiant votre royaume en attendant que la tempête passe ? Laissez votre stratégie dans les commentaires. La bataille de Philippe, en Macédoine, en 42 avant notre ère, a scellé le sort des assassins de César. Les armées de Brutus et Cassius furent écrasées par les légions d'Antoine et d'Octave. Les libérateurs se sont suicidés, et avec eux, le dernier espoir de la République romaine a été enterré. Les vainqueurs se sont partagé le monde. Octave, le politicien rusé, est retourné en Italie pour gérer la tâche ingrate de distribuer des terres aux vétérans. Lépide a reçu l'Afrique, et Marc-Antoine, le grand général, a pris la part du Lion, les riches provinces de l'Orient. C'est là que se trouvaient de l'argent, la gloire et les armées nécessaires pour la grande campagne qu'il rêvait de mener contre les Parthes, vengeant ainsi la défaite de Crassus et achevant le projet de César. Pour financer cette guerre colossale, il avait besoin de l'or de l'Égypte. Et pour obtenir cet or, il devait rencontrer sa reine. Il l'a convoquée à Tars, en Cilicie, l'actuelle Turquie, pour qu'elle réponde d'une accusation, avoir secrètement aidé Cassius pendant la guerre civile. Pour Cléopâtre, c'était un moment de vérité. Elle allait rencontrer le successeur de César en Orient, l'homme le plus puissant de la moitié du monde romain. Elle savait tout de lui, un soldat courageux, un commandant aimé de ses hommes, mais aussi un homme qui aimait le vin, les femmes et le faste. Il était tout le contraire du jeune Octave, froid, calculateur et austère. Cléopâtre a compris qu'elle ne devait pas se présenter à Tars comme une accusée tremblante, mais comme une souveraine. Elle n'a pas utilisé la soumission, mais la théâtralité. Au lieu d'arriver par la route, elle a préparé une entrée spectaculaire par le fleuve Cydnus. Elle a fait construire une barge magnifique avec une poupe en or, des voiles de pourpre et des rames en argent qui battaient la mesure au son des flûtes et des lyres. Elle-même était allongée sous un dais brodé d'or, habillée comme la déesse Aphrodite, entourée de jeunes garçons déguisés en Érose et de ses plus belles servantes costumées en Néréides. Le parfum de l'encens qu'on brûlait sur le navire s'est répandu sur les rives, annonçant son arrivée. La nouvelle de ce spectacle incroyable a parcouru la ville de Tars. Toute la population s'est précipitée sur les berges pour assister à cette vision divine, laissant Marc-Antoine seul sur le forum où il attendait pour la juger. L'ironie était parfaite. Le juge était abandonné par son public qui était parti acclamer l'accusé. Comprenant qu'il avait été déjoué sur son propre terrain, celui du grand geste, Antoine a joué le jeu. Il a accepté son invitation à dîner sur la barge. Ce qu'il a vu ce soir-là l'a ébloui. L'éclairage, la nourriture, les conversations brillantes de la reine qui parlait une demi-douzaine de langues, tout était conçu pour le séduire, non seulement en tant qu'homme, mais en tant qu'amoureux du grandiose. Elle n'était pas seulement la séductrice de la légende. Elle était une femme d'État qui utilisait tous les outils à sa disposition, son intelligence, sa richesse et oui, son charme. L'accusation de trahison a été rapidement oubliée. Ce ne fut pas un coup de foudre, mais la rencontre de 2 ambitions démesurées. Antoine voyait en Cléopâtre bien plus qu'une maîtresse. Il voyait la clé de l'Orient. Elle possédait la flotte, le blé et l'or dont il avait besoin pour sa guerre contre les Parthes. Elle était l'héritière de la culture grecque, une descendante des Ptolémées, ce qui lui conférait une légitimité dans cette partie du monde que lui, le Romain, n'aurait jamais. Ensemble, ils pouvaient créer quelque chose de nouveau. Un empire oriental avec Alexandrie pour capitale, un royaume bicéphale où la puissance militaire de Rome serait unie à la richesse et à la culture millénaire de l'Égypte.
C'était une version modifiée du rêve de César, mais cette fois, le partenaire romain n'était pas un politicien calculateur, mais un soldat hédoniste. Pour Cléopâtre, Antoine était l'épée dont elle avait besoin pour protéger son royaume et assurer l'avenir de son fils, Césarion. Antoine a suivi Cléopâtre à Alexandrie pour l'hiver de 41 à 40 avant notre ère. Cet hiver est devenu légendaire pour ses fêtes, ses banquets et ses excès. Ils ont fondé une société qu'ils ont appelée les Inimitables, dédiée à une vie de plaisirs et de spectacles extravagants. Mais derrière cette façade de décadence, la politique continuait. Cléopâtre s'est assurée qu'Antoine élimine ses derniers rivaux, y compris sa propre sœur Arsinoé, qu'elle a fait assassiner sur les marches d'un temple à Éphèse. Elle consolidait son pouvoir, utilisant le bras d'Antoine pour régler ses problèmes. Lui, de son côté, goûtait à une vie de monarque absolu, loin des contraintes et des intrigues du Sénat romain. Il était traité comme un dieu, le nouvel Dionysos, et cette adoration lui plaisait. Mais à Rome, son absence et les rumeurs de sa vie dissolue en Égypte commençaient à inquiéter. Son rival, Octave, observait et prenait des notes. Chaque fête à Alexandrie était un argument de plus qu'il pourrait un jour utiliser contre Antoine. Le partenariat entre Antoine et Cléopâtre était un mélange complexe d'amour véritable, de passion et de calcul politique froid. Elle lui a donné des jumeaux, Alexandre Hélios, le soleil, et Cléopâtre Sélénée, la lune. Ces noms cosmiques révélaient l'ampleur de leur ambition. Ils ne se contentaient pas de gouverner des royaumes terrestres, ils aspiraient à un empire universel. Pendant plusieurs années, leur projet a semblé fonctionner. Antoine a mené des campagnes en Orient avec plus ou moins de succès, utilisant les ressources égyptiennes. Il a épousé la sœur d'Octave, Octavie, pour cimenter une paix fragile avec son rival, mais son cœur et ses intérêts politiques restaient à Alexandrie. Il est retourné auprès de Cléopâtre et a célébré un triomphe romain à Alexandrie après sa campagne en Arménie, un acte qui a été perçu à Rome comme une provocation intolérable. Un triomphe ne pouvait être célébré qu'à Rome. En choisissant la capitale égyptienne, Antoine tournait le dos à sa propre patrie. Le point culminant de cette politique orientale et leur plus grande erreur fut un événement connu sous le nom des donations d'Alexandrie. En 34 avant notre ère, lors d'une cérémonie publique grandiose organisée dans le gymnase de la ville, Antoine et Cléopâtre se sont assis sur des trônes d'or surélevés. À leurs pieds, sur des trônes plus bas, se trouvaient leurs enfants, y compris Césarion. Devant la foule alexandrine, Antoine a prononcé un discours qui a fait l'effet d'une déclaration de guerre à Rome. Il a proclamé Cléopâtre reine des rois et Césarion roi des rois. Plus important encore, il a confirmé que Césarion était bien le fils légitime de Jules César. C'était une gifle directe à Octave dont le pouvoir reposait entièrement sur son statut de fils adoptif de César. Si Césarion était l'héritier légitime, alors qui était Octave? Un simple usurpateur. Mais Antoine ne s'est pas arrêté là. Il a procédé à la donation de vastes territoires qui pour la plupart appartenaient encore à la République romaine ou à d'autres royaumes, à ses enfants avec Cléopâtre. Alexandre Hélios fut nommé roi d'Arménie et des terres au-delà de l'Euphrate. Ptolémée Philadelphe, leur plus jeune fils, reçut la Syrie et l'Asie mineure. Et Cléopâtre Sélénée devint reine de Cyrénaïque et de Libye. Antoine agissait non pas comme un général romain administrant des territoires, mais comme un monarque hellénistique distribuant des royaumes à sa progéniture. Il redessinait la carte de l'Orient au profit de sa nouvelle famille, ignorant complètement l'autorité du Sénat et du peuple de Rome. Pour lui, c'était peut-être une nécessité stratégique pour stabiliser la région avant sa grande guerre contre les Parthes. Mais à Rome, la nouvelle de cet événement a été reçue avec horreur et indignation. Octave, qui attendait patiemment son heure, a sauté sur l'occasion. Il avait enfin la preuve irréfutable dont il avait besoin. Il pouvait désormais présenter Antoine non plus comme un rival politique, mais comme un traître à la patrie. Un homme qui avait renié ses origines romaines, qui s'était laissé ensorceler par une reine étrangère et qui dilapidait l'héritage de Rome au profit de ses bâtards. Les donations d'Alexandrie n'étaient pas seulement un triomphe pour Cléopâtre, c'était le clou qui scellait le cercueil politique d'Antoine. La guerre entre les deux derniers maîtres du monde romain n'était plus une question de si, mais de quand.
Chaque geste de pouvoir à Alexandrie était transformé en acte de trahison par la formidable machine de propagande qu'Octave commençait à mettre en place à Rome. La guerre qui s'annonçait ne serait pas seulement une guerre de légion, mais aussi une guerre de mots. Octave a compris, bien avant beaucoup d'autres, que pour gagner une guerre, il faut d'abord gagner l'opinion publique. Il a lancé ce que l'on pourrait appeler la première grande campagne de désinformation de l'histoire. Une attaque systématique et brillante visant à détruire la réputation d'Antoine et à diaboliser Cléopâtre. Le génie d'Octave a été de transformer un conflit politique interne, une autre guerre civile romaine, en une guerre nationale contre un ennemi extérieur. La guerre n'était pas contre Antoine, un Romain, mais contre Cléopâtre, la reine étrangère qui menaçait de conquérir Rome et de soumettre le monde à sa tyrannie orientale. C'était un mensonge, mais un mensonge efficace. Des agents d'Octave ont inondé Rome et l'Italie de pamphlets, de poèmes satiriques et de rumeurs calomnieuses. Antoine était dépeint comme un homme faible, un ivrogne efféminé, un esclave de sa passion pour la reine prostituée. On racontait qu'il participait à des orgies, qu'il s'habillait comme un dieu égyptien et qu'il avait complètement oublié les mœurs et la dignité d'un Romain. Cléopâtre était la cible principale. Elle était présentée comme une sorcière, une séductrice dangereuse qui utilisait des potions magiques pour contrôler Antoine. Elle était l'ennemi juré de Rome, une femme assoiffée de pouvoir qui rêvait de transférer la capitale de l'Empire à Alexandrie et de régner sur le Capitole. Cette propagande xénophobe et misogyne a fonctionné à merveille. Elle a exploité les peurs et les préjugés des Romains, leur méfiance envers l'Orient et leur vision traditionnelle du rôle des femmes. Le pouvoir ne corrompt pas, il révèle simplement. Et ce qu'il a révélé chez Octave, c'est un génie impitoyable pour la manipulation des masses. Le coup de maître d'Octave a été de s'emparer illégalement du testament d'Antoine, qui était déposé chez les Vestales à Rome. Il l'a lu publiquement devant le Sénat et le peuple. Le contenu était explosif et confirmait toutes les accusations de sa propagande. Dans son testament, Antoine reconnaissait Césarion comme le fils de César, léguait d'importants territoires à ses enfants avec Cléopâtre, et pire que tout, il demandait à être enterré à Alexandrie, à côté d'elle. Pour les Romains, cette dernière volonté était la trahison ultime. Un grand Romain qui refusait d'être enterré dans sa patrie était un homme qui avait renié son âme. L'indignation a été immense. Le Sénat, galvanisé par Octave, a officiellement déchu Antoine de ses pouvoirs consulaires et, pour éviter de déclarer la guerre à un autre Romain, a déclaré la guerre directement à Cléopâtre. C'était une fiction juridique. Mais elle a permis à Octave de se présenter comme le défenseur de Rome contre une menace étrangère. Antoine et Cléopâtre, de leur côté, n'ont pas su contrer cette guerre de l'information. Ils ont bien essayé de faire leur propre propagande, frappant des pièces de monnaie montrant leurs deux profils, symbole de leur partenariat. Mais ils étaient loin, en Orient, et leur message était inaudible à Rome. Ils ont sous-estimé la toxicité de la campagne d'Octave. Ils continuaient à se comporter comme des monarques hellénistiques, organisant des fêtes somptueuses alors que leur réputation était en train d'être détruite. La guerre des mots était déjà perdue avant que la première flèche ne soit tirée. Antoine a rassemblé une armée et une flotte immense, financée par l'Égypte. Il avait le soutien de tous les rois clients de l'Orient. Sur le papier, ses forces étaient supérieures à celles d'Octave. Mais ces hommes, en particulier les officiers romains, commençaient à douter. Se battait-il pour Rome ou pour la reine d'Égypte? La propagande d'Octave avait semé le poison de la suspicion au sein même de son armée. La confrontation finale était inévitable. Les deux camps ont rassemblé leurs forces en Grèce. La flotte d'Antoine et Cléopâtre, près de 500 navires de guerre, était mouillée dans le golfe d'Ambracie, près d'un promontoire appelé Actium. La flotte d'Octave, commandée par son brillant et loyal ami, Marcus Vipsanius Agrippa, bien que moins nombreuse, était composée de navires plus légers et plus manœuvrables, et servis par des équipages bien plus expérimentés. Agrippa a réussi à bloquer la flotte d'Antoine dans le Golfe, coupant ses lignes de ravitaillement. La situation dans le camp d'Antoine s'est rapidement détériorée. La maladie et les désertions ont commencé à affaiblir son armée. Plusieurs de ses commandants clés,
sentant le vent tourner, ont fait défection et sont passés du côté d'Octave, lui apportant des informations cruciales sur les plans d'Antoine. La tension était à son comble. La plus grande bataille navale que le monde ait jamais vue était sur le point de commencer. La propagande peut-elle vraiment gagner une guerre avant même la première bataille ? Pensez-vous qu'une campagne de désinformation bien menée soit plus puissante qu'une armée supérieure en nombre ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et dites-nous quelle arme vous semble la plus redoutable. Le 2 septembre de l'an 31 avant notre ère, le sort du monde s'est joué en quelques heures sur les eaux calmes de la mer Ionienne. La flotte d'Antoine et Cléopâtre a tenté de forcer le blocus d'Agrippa. Le plan d'Antoine, semble-t-il, n'était pas de remporter une victoire écrasante, mais de percer les lignes ennemies pour s'échapper vers l'Égypte et y continuer la guerre. Il avait fait embarquer les voiles sur ses navires de guerre, un détail inhabituel qui trahissait une intention de fuite plutôt que de combat à mort. La bataille d'Actium a commencé. C'était un choc de titans. Les navires d'Antoine étaient de véritables forteresses flottantes, d'énormes quinquérèmes et octères, difficiles à couler mais lents et peu manœuvrables. Les liburnes d'Agrippa, plus petites et plus agiles, dansaient autour de ces mastodontes, les harcelant, brisant leurs rames et lançant des projectiles incendiaires, évitant l'abordage où la supériorité numérique des soldats d'Antoine aurait prévalu. Pendant plusieurs heures, la bataille est restée indécise. Puis, l'impensable s'est produit. Au milieu des combats, l'escadron de 60 navires de Cléopâtre, qui était resté en réserve derrière la ligne de front, a hissé les voiles et a pris la fuite vers le sud. Pourquoi ? Était-ce un acte de panique, une trahison ou une partie d'un plan préétabli ? Les historiens en débattent encore aujourd'hui. Mais l'effet sur le champ de bataille a été dévastateur. Marc-Antoine, voyant le navire de la reine s'éloigner, a commis l'acte le plus incompréhensible de sa carrière. Il a abandonné son navire amiral, a sauté sur une galère plus rapide et a suivi Cléopâtre, laissant sa flotte et son armée se battre sans leur commandant en chef. Pour ces hommes qui se battaient et mouraient pour lui, cette désertion était la trahison ultime. Le moral s'est effondré, la flotte, privée de son chef, a continué à se battre courageusement, mais le cœur n'y était plus. Certains se sont rendus, d'autres ont été coulés ou brûlés. À la fin de la journée, la victoire d'Octave était totale. L'armée de terre d'Antoine, forte de 19 légions, qui observait la bataille depuis la rive, a attendu son général pendant 7 jours. Quand il est devenu évident qu'il ne reviendrait pas, elle s'est rendue en masse à Octave. En une seule journée désastreuse, Antoine avait perdu sa flotte, son armée et sa réputation. La guerre était terminée. La fuite d'Actium reste l'un des plus grands mystères de l'histoire militaire. Était-ce un plan concerté ? Peut-être pensaient-ils que la bataille était perdue et ont-ils décidé de sauver leurs trésors et de se regrouper en Égypte ? Ou peut-être Antoine, voyant Cléopâtre fuir et craignant pour sa sécurité, a-t-il simplement perdu la tête, sacrifiant son empire pour la femme qu'il aimait ? Quoi qu'il en soit, à Rome, la version de la propagande d'Octave s'est imposée. Le grand général romain avait fui comme un lâche, suivant sa maîtresse égyptienne. Il avait prouvé qu'il n'était plus un Romain. Antoine et Cléopâtre sont retournés à Alexandrie, mais ils n'étaient plus les inimitables. Ils savaient que la fin était proche. Ils ont dissous leur société de plaisir et en ont fondé une nouvelle, les Compagnons de la mort, dont les membres s'engageaient à mourir ensemble. Ils ont passé leurs derniers mois dans une alternance de fêtes désespérées et de préparatifs fébriles pour la défense de l'Égypte. Ils ont tenté de négocier avec Octave. Cléopâtre lui a offert de renoncer au trône en faveur de ses enfants. Antoine a proposé de se retirer et de vivre comme un simple citoyen à Athènes. Octave a ignoré les offres d'Antoine. À Cléopâtre, il a fait miroiter la possibilité de la clémence si elle livrait ou tuait Antoine. Elle a refusé. Elle pouvait être une politicienne impitoyable, mais elle ne trahirait pas l'homme qui avait tout perdu pour elle. La chute est souvent plus révélatrice du caractère d'une personne que son ascension. L'année suivante, en 30 avant notre ère, Octave a lancé l'invasion finale. Il a avancé par la Syrie, tandis que son général Cornelius Gallus attaquait par l'ouest depuis la Cyrénaïque. L'Égypte était prise en tenaille. Les dernières défenses se sont effondrées les unes après les autres. Les rois clients qui avaient soutenu Antoine l'ont abandonné. Les dernières légions qui lui restaient du fidèle ont fait défection.
Le 1er août, les troupes d'Octave étaient aux portes d'Alexandrie. Antoine a tenté une dernière charge désespérée avec sa cavalerie. Il a remporté une petite victoire, mais c'était le dernier sursaut de l'agonisant. Le lendemain, sa flotte et le reste de sa cavalerie se sont rendus sans combattre. Il était seul, abandonné de tous. C'est alors qu'une fausse rumeur, peut-être lancée par Cléopâtre elle-même, est parvenue à Antoine. La reine s'était suicidée. Anéanti, il a décidé qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Il a demandé à son serviteur, Eros, de le tuer. Le serviteur, fidèle jusqu'au bout, s'est tué lui-même plutôt que de lever la main sur son maître. Antoine, inspiré par ce dernier acte de loyauté, s'est jeté sur son épée. La blessure était mortelle, mais il n'est pas mort sur le coup. Agonisant, il a appris que Cléopâtre était toujours en vie. Elle s'était enfermée avec ses 2 plus fidèles servantes dans son mausolée, une tombe qu'elle avait fait construire pour elle-même. Antoine a demandé à être transporté jusqu'à elle. Les portes étant barricadées, Cléopâtre et ses servantes ont dû le hisser par une fenêtre à l'aide de cordes. Il est mort dans ses bras, mettant fin à l'une des plus grandes histoires d'amour et d'ambition de l'histoire. Pendant que la tragédie personnelle se jouait dans le mausolée, les Romains prenaient le contrôle d'Alexandrie. Octave voulait Cléopâtre vivante. Elle était la pièce maîtresse du triomphe qu'il prévoyait d'organiser à Rome. La voir marcher enchaînée dans les rues de la capitale aurait été l'humiliation suprême pour elle et le couronnement de sa propre gloire. Un de ses officiers, Proculeius, a réussi à entrer dans le mausolée par ruse et à la capturer avant qu'elle ne puisse se poignarder. Elle était prisonnière. Le dernier acte de la tragédie allait se jouer, non pas sur un champ de bataille, mais dans une confrontation psychologique entre 2 des esprits les plus brillants de leur temps, la reine vaincue et le jeune conquérant du monde. Cléopâtre a été conduite devant Octave. C'était leur unique rencontre. Elle a essayé une dernière fois d'utiliser son intelligence et son charme. Elle s'est présentée à lui, désemparée, mais toujours digne. Elle a tenté de justifier ses actions, de susciter sa pitié, de négocier un avenir pour ses enfants. Octave est resté de marbre. Il était insensible à ses charmes. Il était l'incarnation du pragmatisme romain froid et calculateur. Il l'a écouté poliment, lui a donné des assurances vagues, mais son esprit était déjà fixé. Il avait besoin d'elle pour son triomphe. Pour lui, elle n'était plus une reine, mais un trophée. En quittant cet entretien, Cléopâtre a compris qu'il n'y avait plus d'espoir. Elle n'avait plus que 2 choix, une vie d'humiliation publique ou une mort qui lui permettrait de contrôler sa propre légende. Qu'auriez-vous choisi à sa place? Une paix humiliante pour votre peuple ou une mort qui vous transforme en légende? Elle a demandé la permission d'accomplir les derniers rites funéraires sur la tombe d'Antoine. Octave a accepté, peut-être en baissant sa garde. Puis, elle est retournée dans ses appartements, a pris un bain, s'est vêtue de ses plus belles robes royales et a partagé un dernier repas. Elle a ensuite écrit une lettre à Octave qu'elle lui a fait parvenir. Dans cette lettre, elle lui demandait, comme dernière faveur, d'être enterrée à côté d'Antoine. Octave a compris immédiatement ce que cela signifiait. Il a envoyé des gardes en toute hâte, mais il était trop tard. Quand ils ont forcé la porte, ils ont trouvé Cléopâtre morte sur son lit d'or, vêtue de ses insignes royaux. Une de ses servantes, Iras, gisait morte à ses pieds. L'autre, Charmion, chancelante, rajustait le diadème sur la tête de sa maîtresse. « C'est bien fait, Charmion ?» lui aurait demandé un des gardes. « C'est très bien fait », aurait-elle répondu, et digne de la descendante de tant de rois. Puis elle s'est effondrée et est morte à son tour. Comment est-elle morte? Le mystère demeure. La version la plus célèbre, popularisée par Plutarque, est celle d'un aspic, un cobra égyptien, qui aurait été introduit secrètement dans la pièce dans un panier de figues. Le serpent, symbole de la royauté divine en Égypte, lui aurait donné une mort rapide et presque indolore, une mort de pharaon. D'autres théories suggèrent un poison qu'elle aurait caché dans une épingle à cheveux. La vérité exacte importe peu. L'essentiel est qu'elle a réussi son dernier acte de défi. Elle a privé Octave de sa plus grande victoire. Elle a choisi sa propre fin selon ses propres termes. Elle a transformé sa défaite militaire en une victoire morale et a posé la première pierre de sa propre immortalité. Rome a gagné le monde, mais Cléopâtre a gagné l'éternité. Octave, bien que furieux d'avoir été déjoué, a respecté sa dernière volonté. Il l'a fait enterrer avec Antoine dans le mausolée qu'ils avaient préparé. Puis,
Il a procédé à l'éradication systématique de tout ce qui pouvait menacer son pouvoir. Son premier acte fut de faire assassiner Césarion. Ses conseillers lui auraient dit « Il n'est pas bon qu'il y ait trop de César ». Le jeune homme de 17 ans, le dernier des Ptolémées et le seul fils de Jules César, a été étranglé. Les enfants d'Antoine et de Cléopâtre ont été épargnés. Ils ont été emmenés à Rome et élevés par la noble Octavie, l'épouse romaine qu'Antoine avait abandonnée. C'était un acte de clémence calculé, une façon pour Octave de montrer sa magnanimité. L'Égypte, elle, n'a pas bénéficié d'une telle clémence. Elle a cessé d'exister en tant que royaume indépendant. Elle n'est même pas devenue une province sénatoriale ordinaire. Octave l'a transformée en sa propriété personnelle gouvernée par un préfet qu'il nommait lui-même. Le trésor des Ptolémées, une richesse inimaginable, a été transporté à Rome. Cet afflux d'or a permis à Octave de payer ses vétérans, de stabiliser l'économie et de consolider son pouvoir. La mort de l'Égypte a financé la naissance de l'Empire romain. Avec tous ses rivaux éliminés, Octave est rentré à Rome en héros. Il a célébré un triple triomphe magnifique pour ses victoires en Illyrie, à Actium et en Égypte. Une effigie de Cléopâtre avec l'aspic à son bras a été promenée dans les rues pour compenser l'absence de la vraie reine. Le Sénat lui a accordé des honneurs sans précédent. Quelques années plus tard, il recevrait le titre d'Auguste. La République était morte pour de bon. Une nouvelle ère commençait, la Pax Romana, l'ère impériale. La chute de l'Égypte n'était pas seulement la fin d'une dynastie, c'était la fin de tout un monde, le monde hellénistique né des conquêtes d'Alexandre le Grand 3 siècles plus tôt. C'était le triomphe final de l'Occident pragmatique et discipliné sur un Orient plus ancien, plus riche, mais aussi plus divisé et décadent. Octave a transformé l'Égypte en grenier à blé de Rome et Cléopâtre en une note de bas de page de sa propre histoire, une reine étrangère et perverse qui avait menacé Rome. Mais dans son dernier acte de défi, elle lui a échappé. Sa mort l'a transformé en un mythe, un symbole de résistance, de passion et de tragédie qui a fasciné les poètes, les dramaturges et les artistes pendant 2000 ans. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est finalement avéré le plus puissant? Le pouvoir de fer d'Octave, qui a bâti un empire de pierre et de loi, ou la légende immortelle de Cléopâtre, qui a conquis l'imagination des siècles? Écrivez votre choix dans les commentaires. Votre verdict est la dernière page de cette histoire.